بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. Salam alaikum, bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on va voir ensemble une autre vidéo, toujours في المودule capteur et mesure, soit en télécommunication ou bien capteur en instrumentation industrielle. On va commencer par définir qu'est-ce qu'un capteur. Nous avons qu'un capteur transforme une grandeur physique en une grandeur normée généralement électrique. Bien sûr, qui peut être interprétée par un dispositif de contrôle commande. L'entrée, c'est une grandeur physique, peut-être la température, la pression, une masse, etc. L'énergie, le capteur, la tension d'entrée accompagnée d'énergie pour avoir à la sortie un signal électrique, peut être un signal tout ou rien, un signal numérique ou bien un signal analogique. Maintenant, on va voir le capteur dans la chaîne de mesure. Au début, nous avons un système physique en évolution permanente, accompagné par des parasites et grandeurs d'influence. Cette information passe à travers un capteur transducteur. Après, nous avons un pré-traitement transmission, tout type de mise en forme, amplification, etc. Après, nous avons le traitement du signal. Dans cette partie, on peut faire soit le décodage, filtrage, soit filtrage passe-bas, passe-bande, coupe-bande, passe-haut, etc. L'amplification, déconversion numérique et traitement informatique. Ces deux étages sont souvent intégrés dans le capteur pour le type de capteur intelligent. Et à la fin, pour la sortie, on trouve d'où on peut visualiser nos résultats, soit à travers des voyants, ou bien des alarmes, ou bien des afficheurs, écran ordinateur, ou bien tout simplement une imprimante. Quel est le schéma de principe d'un capteur industriel? On a dit que toujours l'entrée, c'est une grandeur physique. Bien sûr, le transducteur accompagné d'un exploit d'un effet physique de la modification des propriétés des corps. On aura à la sortie un signal électrique de l'ordre de millivolts ou bien de microampères. Donc, c'est un signal électrique bas niveau. On va faire traitement numérique par microprocesseur, soit amplification, linéarisation, etc. Toujours la même sortie, c'est toujours un signal électrique, mais cette fois-ci au niveau, c'est-à-dire on aura un signal électrique de l'ordre de volts ou bien de milliampères qui passe à travers un transmetteur, donc c'est un circuit électrique d'interface, et la fin, toujours, on aura le même type, c'est toujours un signal électrique, mais cette fois-ci normé. Donc c'est un signal électrique normé entre plus ou moins 10 volts, de 0 à 20 milliampères, de 4 à 20 milliampères, interprétable par le circuit de commande, de contrôle de commande. Quelles sont les caractéristiques d'un capteur? On va commencer par l'étendue de mesure. Ce sont les valeurs extrêmes pouvant être mesurées par un capteur, c'est-à-dire un min et un maximum de valeurs qu'on peut mesurer à travers ce capteur. La résolution, ça concerne c'est la plus petite variation de grandeur mesurable par le capteur. Nous avons aussi la sensibilité, pardon. Donc, la sensibilité, c'est la variation du signal de sortie par rapport à la variation du signal d'entrée. On doit avoir une précision, donc c'est l'aptitude de notre capteur à donner une mesure proche de la valeur vraie. La rapidité, c'est bien sûr le temps de réaction du capteur. La rapidité est liée à la bande passante. Nous avons aussi linéarité, représente l'écart de sensibilité sur l'étendue de mesure. On voit bien ici l'étendue de mesure et courbe d'étalonnage. Donc, vous voyez bien la réponse en fonction du mesurande. La mesurande, nous avons une portée min et une portée max. On voit bien, et on appelle étendue de mesure la variation entre le minimum et le maximum. Et on va tracer notre courbe d'étalonnage.
Pour la sensibilité, nous avons la variation de delta S est égale à S de la variation de M. Delta M. Donc, conception du capteur, nous avons que S doit dépendre le moins sensible de la valeur de M, la mesurande, donc la linéarité, la fréquence de variation, c'est que ça concerne la bande passante, du temps, le vieillissement, d'action extérieure et grandeur d'influence. Quelles sont les caractéristiques d'un capteur? Toujours, nous avons les domaines d'utilisation. Pour une réponse en fonction de mesurandes, et nous avons l'étendue de mesure compris entre le minimum et le maximum, on trouve un domaine nominal d'emploi dans cette partie. Au-delà de cette partie, on appelle ça un domaine de non-détérioration. Et la partie rouge, donc la mesurant de 0 jusqu'à l'infini, c'est le domaine de non-destruction cette fois-ci. Quels sont les types d'erreurs d'un capteur? On trouve des erreurs de linéarité. Donc, vous voyez bien dans la première figure, la courbe doit être tracée comme en bleu, la courbe exacte, mais on obtient une courbe non linéaire. Nous avons l'erreur d'hystérésis. Donc, le résultat dépend de la mesure précédente. Donc, la courbe exacte, c'est toujours en bleu. C'est une droite qui passe par l'origine. Et l'effet d'hystérésis est tracé en rouge. Donc, vous voyez bien les deux cercles dans les deux sens, c'est-à-dire que chaque mesure ou bien chaque résultat dépend du résultat précédent. Nous avons aussi l'erreur du zéro, ou bien ce qu'on appelle l'offset. On trouve que la dérive, nous avons une dérive par rapport à une courbe exacte qui passe par, c'est une droite exacte qui passe par l'origine. Nous avons aussi des erreurs d'échelle ou de gain, donc on obtient le signal, la partie rouge. Maintenant, quelles sont les grandeurs d'influence qui peut accompagner notre mesure à travers le capteur? Nous avons que ce sont des grandeurs physiques autres que le mesurande, dont la variation peut modifier la réponse du capteur. Parmi ces grandeurs, on trouve la température, dans ce cas la modification des caractéristiques électriques, mécaniques et dimensionnelles. On trouve aussi la pression, vibration, c'est-à-dire nous avons des déformations et contraintes pouvant altérer la réponse. On trouve l'humidité, c'est les modifications des propriétés électriques, constante d'électrique ou bien résistivité. On trouve dégradation de l'isolation électrique. Nous avons aussi le champ magnétique, c'est-à-dire création d'une force électromotrice d'induction pour les champs variables aux modifications électriques pour la résistivité pour les champs statiques. Sans oublier l'effet de la tension d'alimentation, c'est-à-dire lorsque nous avons la grandeur de sortie du capteur, dépend de celle-ci directement, soit côté amplitude ou bien fréquence. Quelle est la solution? Donc, nous avons besoin de faire réduire les grandeurs d'influence, c'est-à-dire on peut utiliser des tables anti-vibration, des blindages magnétiques, etc. Il faut stabiliser les grandeurs d'influence à des valeurs parfaitement connues, ou bien on doit compenser l'influence des grandeurs parasites par des montages adaptés. Par exemple, nous avons le pont de Watson. On passe maintenant à la classification des capteurs, sachant que on a dit déjà avant, pardon, les vidéos précédentes, qu'on peut classifier les capteurs en deux grands axes. Nous avons les capteurs actifs et les capteurs passifs. Comment on peut savoir que notre capteur est un capteur actif? Bien sûr, pardon, tout simplement s'il fonctionne sous forme d'un générateur. Un capteur actif est généralement fondé sur son principe, sur un effet physique qui assure la conversion en énergie électrique de la forme d'énergie propre à la grandeur physique à mesurer, c'est-à-dire de l'énergie thermique, mécanique ou bien rayonnement. Quels sont les effets accompagnés qui sont accompagnés par ces types de capteurs? On trouve l'effet thermoélectrique ou bien l'effet Seebeck. Donc, si nous avons un circuit formé de deux conducteurs de nature chimique différente, dont les jonctions sont à des températures T1 et T2,
est le siège d'une force électromotrice d'origine thermique, E, en fonction de la température T1 et T2. Deuxièmement, nous avons l'effet piézoélectrique. Dans ce cas, l'application d'une contrainte mécanique à certains matériaux, des piézoélectriques, le quartz par exemple, entraîne l'apparition d'une déformation et d'une même charge électrique de signes différents sur les faces opposées. On trouve aussi l'effet d'induction électromagnétique, c'est-à-dire la variation du flux d'induction magnétique dans un circuit électrique induit une tension électrique. Exemple, nous avons détection de passage d'un objet métallique. Toujours avec les capteurs actifs, mais cette fois-ci, on va voir d'autres effets. Nous avons ce qu'on appelle l'effet photoélectrique. Dans ce cas, la libération de charges électriques dans la matière sous l'influence d'un rayonnement lumineux ou plus généralement d'une onde électromagnétique. L'effet Hall, un champ magnétique B sous forme d'aimant, angle par rapport à la surface du matériau et un courant électrique vont créer dans le matériau une différence de potentiel, ce qu'on appelle UH, qui est égal à KH par B par I sinus θ. On trouve aussi un autre effet appelé effet pyroélectrique. Certains matériaux ont une polarisation spontanée en l'absence de champ électrique extérieur. Dans ce cas, une variation de température induit une variation de cette polarisation et donc l'apparition de charges électriques à la surface de notre matériau. Deuxième classe des capteurs, c'est bien les capteurs passifs. Les capteurs passifs, ils s'agissent généralement sous forme d'impédance, peut-être une résistance, une inductance, capacité, dont l'un des paramètres déterminants est sensible à la grandeur mesurée. Dans ce cas, la variation d'impédance résulte d'une variation de dimension du capteur, par exemple capteur de position, potentiomètre, inductance à noyau mobile, condensateur, armature mobile, etc. Ou bien d'une déformation résultant d'une force ou d'une grandeur c'est ramenant. Nous avons la pression, accélération. À titre d'exemple, on trouve les armatures de condensateurs soumises à une différence de pression, jauge d'exomètre liée à une structure déformable. Pour les capteurs passifs, on va voir quelques types selon la grandeur mesurée, les caractéristiques électriques sensibles et le type de matériau utilisé. Si on veut mesurer la température, la caractéristique électrique sensible, c'est bien la résistivité électrique. La même chose pour le rayonnement électrique et déformation. Le type de matériau utilisé pour la température, on doit utiliser platine, nickel et cuivre. Rayonnement optique, les semi-conducteurs, déformation alliage de Ni ou bien Si dopé. Mais pour la déformation, si nous avons caractéristique électrique sensible, la perméabilité magnétique, dans ce cas, on doit utiliser un alliage ferromagnétique. Maintenant, si on veut mesurer une position, la caractéristique électrique, c'est bien résistivité électrique. La même chose pour l'humidité, mais les types de matériaux diffèrent bien sûr. Dans le cas de la position, on va utiliser des matériaux magnétorésistants, bismuth, antimoine d'indium. Pour l'humidité, on doit utiliser le chlorure de lithium. On va s'arrêter ici, on termine la suite dans la prochaine vidéo, Inch'Allah. Donc, je vous remercie infiniment pour votre attention. N'hésitez pas si vous avez des questions et à la prochaine vidéo.